Bonjour à tous, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter le dernier numéro de la revue Sens Dessous, à savoir Influence, c'est le numéro 36, donc voilà, hop, je le mets là, vous voyez bien, ou là plutôt c'est mieux. Donc vous pouvez déjà voir en fait qu'il a, comme les autres, profité du travail du peintre Dominique Bulto, travail toujours aussi fabuleux, et pour lequel bien sûr nous le remercions. Donc d'ailleurs la couverture, pour en dire un mot, comme vous le voyez, elle-même, bien que n'étant pas une illustration de la notion d'influence, elle-même fait référence eh bien, aux travaux des peintres qui eux-mêmes travaillent à partir à la fois de leurs propres inspirations, on pourrait dire, mais qui viennent toujours s'inscrire dans l'histoire de l'art. Et là, en l'occurrence, il s'agit pour Dominique Bulto de faire écho au travail de Velázquez, à celui de Picasso, autour aussi, et d'autres peintres qui, avant lui, ou peut-être même en ce moment, réfléchissent à partir des Ménines. Alors attendez, je vais peut-être faire comme ça vous voyez mieux. Voilà. Donc c'est un tableau qui date de 2025 et qui s'appelle Les Poupées. Donc ça n'est pas les Ménines, mais quand même, on voit, on voit. Donc Dominique Bulto, comme d'habitude, et puis pour que je n'oublie pas, parce qu'après je vais oublier, et ce sera très mal. Comme pour chaque numéro, en fait, le numéro influence, le numéro 36 de la revue Sens Dessous est un travail collectif, qui a fait se rencontrer différents talents dans la production du numéro. Donc, à savoir en direction de publication Vincent Grégoire, pour la maquette Serge Sadois, pour les corrections, les multiples corrections, relectures, etc. Claudine Pack, Catherine Bernard, toujours présente, euh, Marcel Vendée, Maria Salmon et Enora Pagnot. Concernant tout le travail de coordination du numéro, comme à chaque fois, eh bien, c'est moi, c'est Nadia Taibi, ici présente. Donc, les autres, ils sont un peu timides, ils ne veulent pas se montrer, mais ils sont là. Voilà, comme pour chaque numéro, et avant que j'oublie aussi, le numéro se trouve en ligne sur la plateforme de sur les plateformes de Kerninfo et de Scopalco, et aussi présenté dans l'excellent site de la revue Sens Dessous, sensdessous.wordpress.com. Voilà. Alors, influence. Pourquoi influence? Eh bien parce que nous avons pensé que ce mot nous permettait de penser l'actualité, l'époque, la société, la vie telle que nous la vivons aujourd'hui, là maintenant, en octobre 2025, puisque le numéro vient de sortir, et que nous sommes le 28 octobre 2025, si je ne m'abuse. Voilà. Alors pourquoi je dis ça? Parce que il ne vous a pas, sans doute pas échappé que nous sommes dans une période où se jouent de plus en plus des discours autour de la liberté, notamment la liberté d'entreprendre, la méritocratie, le fait que d'être quelqu'un de libre et digne, ça implique justement de se défaire des influences. Et on a tendance à moquer, à montrer du doigt ceux qui disent que en fait, eh ben non, c'est compliqué pour eux parce qu'ils ont quand même le sentiment que les choses ne sont pas si simples et qu'ils sont eux-mêmes sous influence. Donc nous avons voulu réhabiliter cette notion en montrant qu'en fait, être sous influence, et peut-être le savoir, impliquait d'avoir un rapport aux autres, au monde, plus équilibré. Parce que déjà, pour le dire de manière absolument familière, cela rabat le caquet. C'est-à-dire que oui, bien sûr, nous sommes pas nés dans des choux ni dans des roses, et nous avons donc tous une histoire, tous un réseau dont nous ne sommes pas nécessairement les auteurs, ou alors simplement en partie. Nous avons voulu donc faire la place belle à la vulnérabilité. Faire la place belle, on pourrait dire à ce qui est souvent qualifié de faiblesse, et ce qui en fait nous semble au contraire faire apparaître une réalité beaucoup plus authentique. D'ailleurs, l'édito en fait que j'ai rédigé, je commence par là, en fait reprend le fameux film de Cassavetes, Une femme sous influence évidemment, en réfléchissant au fait que cette femme sous influence était montrée comme une femme qui était sous influence
sans doute de troubles psychiatriques, psychiques en tout cas, ayant des problèmes de comportement, ne parvenant pas en tout cas à faire face à sa vie familiale, amoureuse, etc. Et nous avions là le pauvre Peter Falk qui campait, travailleur, mari, un peu désespéré, un peu honteux, un peu amoureux, mais quand même, c'était dur. Et en fait, en le revoyant, on s'aperçoit que assez facilement, on peut lire le film en se disant, en fait, les influences subies par l'épouse sont les influences en fait qui traduisent la condition des femmes à ce moment-là. Et finalement, c'est aussi l'histoire d'une femme qui ne parvient pas à exister et qui fait apparaître un poids extraordinairement lourd de sa condition à ce moment-là. Et tout d'un coup, une femme sous influence, ça fait surtout apparaître un homme sans influence, ou en tout cas qui pense ne pas l'être. Et là, ça devient vachement intéressant. Voilà. Enfin, ça l'était déjà, hein, mais disons que c'est une lecture qui est quand même intéressante, je trouve. Enfin, bon, c'est la mienne en fait. Hein. Alors, concernant le numéro, comme d'habitude, il est composé de trois rubriques, sociales et politiques, philosophiques et littérature et esthétique. Pour chacune de ces rubriques, nous avons fait appel, comme d'habitude, à des auteurs formidables qui viennent de milieux différents, enfin, des anthropologues, des philosophes, des journalistes, des écrivains, voilà, il y a du beau monde, hein, même des cinéastes. Donc pour traiter de cette question. Alors je ne vais pas vous présenter l'ensemble du numéro, d'abord parce que ce ne serait pas très intéressant là maintenant tout de suite comme ça. Et en plus, du coup, je divulgacherai le numéro, ce qui serait quand même super bête, en fait, puisque vous, du coup, vous n'auriez plus envie de l'acquérir. Cependant, pour chaque rubrique, je propose de m'arrêter un tout petit peu sur un article ou un entretien. Donc, en sachant donc, que la rubrique, par exemple, sociale et politique contient 8 articles, donc voilà, celui de Anne Perret et Catherine Zitoun sur la transition du genre, une maladie du siècle, donc toutes les deux, Catherine Zitoun et Anne Perret, alors sont toutes les deux pédopsychiatres, toutes les deux parisiennes, que je ne dise pas de bêtises, et donc voilà, elles réfléchissent à cette fameuse transition du genre que nous connaissons. Enfin, en tout cas, qui est une question qui traverse notre époque, notre société, et qui n'est certainement pas simplement un effet de mode, en fait. Hein, la question du genre, c'est quand même une question qui pose aussi le rapport que nous avons au premier lieu de l'influence, à savoir le corps, quand même. Hein. Ensuite, un article de Alain Ferrand, qui est donc psychanalyste, et qui pense le rapport du sujet à l'influence, et en fait comment être libre, c'est finalement accepter peut-être certaines servitudes. Article absolument passionnant, sur lequel donc je ne m'arrête pas, comme vous pouvez le constater. Un entretien, alors vraiment tout à fait intéressant, avec la journaliste Stéphane Aurel, journaliste au Monde, spécialiste en fait de la science, d'ailleurs qui a reçu le prix 2024 de la journaliste scientifique européenne de l'année, quand même, hein, je tiens à le dire. Voilà. Et qui a écrit un ouvrage que j'ai trouvé absolument fantastique, peut-être l'avez-vous lu, et qui se nomme Lobbytomie, comment les lobbies empoisonnent nos vies démocratiques. Donc là, nous sommes vraiment dans la définition de ce que c'est qu'une influence au niveau démocratique. Hein, c'est le lobby. Hein, le lobby, c'est strictement une structure, enfin une communauté de gens qui veulent produire des rapports de pouvoir qui sont à leur faveur. Alors lorsqu'il s'agit de laboratoires pharmaceutiques, lorsqu'il s'agit d'armes ou lorsqu'il s'agit de défendre la planète, de lobby écologique, évidemment ça n'a pas les mêmes effets. N'empêche qu'il s'agit toujours de lobbying, donc ça veut dire qu'en soi le lobbying n'est pas nécessairement une mauvaise chose. Cependant, la question que pose Stéphane Aurel, c'est l'équilibre, hein, de manière à justement maintenir un débat démocratique. Ensuite, il y aura, dans cette rubrique toujours, un article de Margot Déage sur l'influence des réputations au collège, un article d'Émir Mayedine, donc Margot Déage, peut-être qu'il faut quand même que j'en dise un peu plus.
donc qui est maîtresse de conférence à l'université Grenoble-Alpes, membre du laboratoire l'ARAC, pardon. Émir Mayedine, alors il s'agit pour lui de toute autre chose, puisque, mais quand même, on est toujours un peu dans la même idée, même si c'est autre chose, hein, c'est de penser le rapport entre la religion et le politique, et notamment le phénomène d'influence mené par les églises évangélistes aux États-Unis, qui en fait sont beaucoup plus complexes qu'il n'y paraît, puisque ces églises ne sont pas nécessairement, bien qu'évangélistes, ne vont pas nécessairement toutes dans le sens du républicain et de Donald Trump, mais il y a certaines églises qui vont au contraire aller dans le sens des démocrates, et donc voilà, ils montrent comment ces réseaux d'influence produisent des effets aux États-Unis, et donc des effets complexes. Donc Émir Mayedine, il est chargé de recherche au CNRS en fait, hein, au Centre d'études en sciences sociales du religieux, César. Voilà, je mets mes lunettes pour bien lire les choses. Nous avons aussi un article donc, qui est celui de Monsieur Gelab. Excusez-moi, je cherche son prénom parce que je veux pas. Aziz Gelab, qui est sociologue, qui était inspecteur général de l'éducation du sport et de la recherche, et qui en fait travaille lui sur ce qu'on peut appeler aujourd'hui l'anti-intellectualisme, et en fait comment finalement comment dans le rapport pédagogique les élèves et les profs sont eux-mêmes sous l'influence de différents lieux de diffusion du savoir qui ne vont pas non plus nécessairement manquer qui vont pas nécessairement produire des effets d'amélioration ou de facilitation en fait de la transmission, mais bien au contraire, très souvent, au contraire, brouiller en fait, et même produire parfois une forme de scepticisme par rapport à la science et par rapport au pouvoir, au discours des pédagogues. Donc c'est assez complexe et c'est très intéressant. Un article enfin sur mené par une psychologue, une psychanalyste, Geneviève Abrial, sur l'emprise et sur ce qu'elle nomme le paradoxe des influences. En fait, où elle se demande si on est tous influençables, finalement. La réponse est oui, bien entendu. Et enfin, l'article sur lequel je m'arrête un tout petit peu plus, c'est un entretien, celui mené avec Dorothée Ducy. Dorothée Ducy, qui est anthropologue et qui avait écrit en 2013 un livre qui s'appelle Le berceau des dominations. Et donc, est-ce que c'est... Oui, voilà. Et donc, qui, à propos de l'inceste, en fait, produit une espèce de réflexion qui est tout à fait stimulante, parce qu'elle montre que l'inceste n'est pas simplement un problème de quelques familles déviantes. C'est d'ailleurs pas simplement un problème de famille, mais que c'est un problème structurant de la société. C'est pour ça qu'elle parle de berceau de la domination. Alors c'est un livre, c'est un livre très violent en fait, hein, finalement, très violent, aussi violent que l'inceste peut l'être, puisque l'idée de Dorothée Ducy, c'est que finalement on nous apprend à être écrabouillé, hein, elle va jusque là. Donc pourquoi est-ce que pourquoi je m'arrête particulièrement sur cet entretien, c'est parce qu'il permet de penser en fait justement il permet de penser vraiment comment ce qui peut nous apparaître comme étant un phénomène privé, un phénomène qui touche des enfants dans des familles, etc., est en réalité un phénomène social extrêmement structurant, dans la mesure où déjà on peut s'arrêter sur les chiffres, hein, c'est quand même 3 enfants par classe de CM2 qui sont touchés en moyenne par l'inceste, donc c'est quand même énorme. Et du coup, on peut s'interroger, c'est ce qu'elle fait d'ailleurs, sur alors, en tant qu'anthropologue, elle le fait avec beaucoup de comment dire, de respect, d'objectivité, hein. Mais on peut s'intéresser en fait au travail ou à la proposition de Lévi-Strauss lorsqu'il dit que dans les structures de la parenté, lorsqu'il dit que l'inceste, eh bien, c'est un tabou, et c'est un tabou qui va structurer la vie sociale en posant un interdit. Voilà, donc ça, je crois que nous l'avons tous plus ou moins appris. Et en fait, ce qu'elle montre, c'est ce que l'inceste structure, en fait, c'est surtout
une manière pour certains individus, ceux qui sont victimes, hein, de s'habituer, alors les victimes et puis toutes les personnes autour, hein, parce que quand il y a inceste, il y a aussi rapport incestuel, etc. Une manière de s'accommoder du silence. Et en fait, ce qui arrive, c'est pas tellement que l'inceste disparaisse, ou c'est pas le tabou il porte pas sur l'acte, mais il porte sur la révélation. Et donc voilà, donc en fait, c'est un livre très important aussi parce que il sort en 2013, il a une certaine, il est remarqué, mais il est d'autant plus remarqué, re-remarqué aujourd'hui, qui fait suite au fameux MeToo inceste, et donc propose une lecture de l'inceste qui va vraiment dans le sens de aider justement à penser un phénomène en tentant de le penser dans toute sa complexité pour pouvoir justement s'y affronter. Voilà, donc je passe maintenant à la partie philosophique. La rubrique philosophique contient que 3 articles. L'un sur Sartre, il est mené par la philosophe Chariak Kolamati, qui est à Liège, et qui en fait propose de repenser la pensée, de revenir à Sartre. Vous savez, Sartre qui nous dit que nous sommes finalement libres à partir du moment où nous sommes ceux qui faisons librement quelque chose de ce que les autres ont fait de nous. Voyez. Autrement dit, finalement, elle repense la liberté chez Sartre, non pas simplement du point de vue d'un sujet qui serait libre, affranchi, conquérant, etc., mais du point de vue de la capacité que nous avons à vivre avec ce que nous n'avons pas choisi. Et à consentir, mais au sens beau et plein du terme consentement. Un deuxième article sur la tragédie, fait par la tragédie grecque, par Santiago Espinosa, pardon. Et alors là, il s'agit en fait de penser la tragédie grecque, puisque forcément, on ne pouvait difficilement faire un numéro sur influence sans penser le destin, sans penser l'idée que, voilà, cette vieille idée, ou même cette idée permanente plutôt, hein, que nous serions les jouets de Dieu ou de je ne sais quelle fatalité. Hein, souvenons-nous de Phèdre qui pleure, qui dit « Je m'abhorre encore plus que tu me détestes en tant qu'objet infortuné des vengeances célestes », n'est-ce pas? Voilà ce qu'elle dit. Voilà, donc c'est un article qui est tout à fait passionnant et qui interroge finalement, fondamentalement, de manière métaphysique, notre liberté. Et puis l'article sur lequel je m'arrête 2 minutes, c'est celui de Bruno Perrault. Donc c'est un entretien plutôt d'ailleurs. Hein. Et c'est un entretien qui revient sur le livre de Bruno Perrault qui se nomme Sphère d'injustice pour un universalisme minoritaire, pardon, qui est sorti à la découverte en 2024. Et donc Bruno Perrault en fait interroge donc ce qu'il appelle la présence minoritaire dans la société démocratique, notamment aux États-Unis, puisqu'il y vit et il y enseigne, puisqu'il est enseignant au MIT. Et donc, spécialiste des Gender Studies. Dans le travail de Bruno Perrault, il s'est agi en fait de penser la minorité, le sentiment minoritaire, le sentiment d'appartenir à un groupe minorisé, donc on peut dire être noir aux États-Unis, être homosexuel, être handicapé, voilà, comme un lieu possible pour refaire lien avec les autres à partir de ce sentiment au départ qui est un sentiment qui naît quand même de l'impression fondée en général hein, de n'être pas un sujet, un citoyen à part entière. Alors évidemment, quand on creuse ce que c'est qu'un sujet à part entière, on s'aperçoit que finalement, il n'existe pas vraiment de sujet qui soit débarrassé absolument d'une catégorie à laquelle il pourrait appartenir. Ça n'existe pas un citoyen sans caractéristique autre que d'être un citoyen. Et puis, voilà, à moins de choisir donc l'homme blanc de 50 ans ou plus de 50 ans. Et là, on voit bien déjà, hein, on voit bien qu'en fait, c'est une catégorie finalement.
Et donc penser à partir de la minorité, c'est penser aussi à partir de nos vulnérabilités, penser à partir de nos dépendances, et penser en fait vraiment de manière extrêmement forte le fait qu'on ne peut pas se définir en dehors de la communauté, même si on a un désir fou d'universalité, de justice, indépendamment de qui nous sommes, etc. Force est d'admettre que nous avons cette dépendance première et que c'est comme ça, en fait. Et que c'est comme ça, mais que c'est comme ça pour tout le monde. Et que donc, à partir de là, peut-être, pourrions-nous penser à un nouveau lien social. En tout cas, c'est ce à quoi il nous invite. Et c'est tout à fait passionnant. Voilà, j'arrive à la fin. Troisième rubrique, la rubrique littérature et esthétique, donc là, qui est composée de 5 articles. Je reviendrai que sur un. Hein. Donc, un entretien avec le cinéaste Jonathan Millet, sur lequel je vais revenir. Un entretien avec le musicologue Gérard Herzwald, qui parle de contact et influence dans les musiques d'Amérique du Sud. Donc un entretien mené par Vincent Grégoire. Entretien qui en fait nous permet de penser, toutes les influences musicales qui ont pu comment dire, faire l'histoire des musiques aux États-Unis, avec toute une série de réseaux, de rencontres, qui font une culture en fait tout à fait complexe et qui passe évidemment de blanc à noir, qui passe de migrants irlandais à indiens Cherokee, enfin voilà, donc c'est très très intéressant. Un entretien avec le romancier Gwenaël Bulto, Gwen Bulto qui est auteur de 3 romans noirs, La République des faibles en 2020, Le Grand Soir en 2022, Le Malheur aux vaincus et Malheur aux vaincus en 2024. Et en fait, on revient dans l'entretien sur son travail d'écriture et sur les influences à la fois de l'histoire et de la géographie dans son travail. Voilà, toujours comme d'habitude, la playlist de Roland Desrulets. Et puis cette fois-ci, une nouvelle, celle de Dimitri Sandler, nommée Diaspora, que je vous invite à lire parce que vraiment, c'est vraiment très réjouissant. Et enfin, donc, je reviens sur l'entretien avec Jonathan Millet, parce que c'est ce sur quoi, là, je vais m'arrêter une minute. Jonathan Millet, en fait, a fait un film qui s'appelle Les Fantômes, qui a eu le prix du meilleur film, le prix Louis de Luc du meilleur film en 2024, pardon. Et donc en fait on est revenu dans le film, on est revenu dans l'entretien, pardon, sur l'expression inspirée de faits réels, puisqu'en effet, bon là, voilà, on a une fiction qui porte sur un fait réel, à savoir les migrants syriens, et puis la vie des migrants lorsqu'ils quittent la Syrie, qui vont en Europe, et qu'ils restent avec quand même leur histoire, et les enjeux de pouvoir qui sont extrêmement violents. Souvent quand ils sont en Europe et qu'ils obtiennent l'asile, c'est en raison des persécutions subies. Et là, en fait, ce qu'on peut documenter de manière très, très réelle, hein, c'est que ces persécutions peuvent se poursuivre en Europe, qu'elles donnent lieu parfois aussi à des arrestations, puisqu'il y a quand même un certain nombre de criminels qui étaient donc avec Bachar el-Assad et qui sont dorénavant, qui ont été placés devant les tribunaux. Et en fait, là, par contre, ce que fait Jonathan Millet, c'est que, en fait, plutôt que de faire des documentaires, ce qu'il a déjà fait par ailleurs, il choisit la fiction. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on va suivre dans le film un jeune homme qui s'appelle Hamid, qui est donc originaire de Syrie, qui est rescapé de la prison militaire de Saïd Naya, voilà, c'est pour ça que j'ai mis les lunettes, il faut bien lire, près de Damas. En fait, voilà, il vit à Strasbourg, il est presque persuadé d'avoir reconnu un ancien bourreau. Et donc à partir de là, il se met en lien avec une cellule de réfugiés pour essayer de traduire en justice son ancien bourreau. Voilà, ça c'est l'histoire. De toute façon, vous pourrez la retrouver n'importe où, cette histoire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que ça fait au spectateur de rentrer comme ça dans la peau d'Hamid, plutôt que d'avoir un documentaire sur cette même histoire. Et donc là, en fait, on va être en mesure, par la fiction, de saisir ce que ça fait. Et c'est peut-être ça, finalement, l'enjeu lorsqu'on parle d'influence. C'est essayer de comprendre ce que ça fait, d'être pris comme ça dans des réseaux,
d'être pris comme ça, de sentir de l'intérieur, en fait, autant que faire se peut, la vie des autres. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Et puis, je vous dis à bientôt pour le numéro 37. Ce sera décidé, figurez-vous. Parce que influence, ok, mais maintenant, décidé. Je mettrai en bas de la vidéo l'ensemble des informations nécessaires pour se procurer la revue et puis pour prendre connaissance des articles et des précisions aussi sur les auteurs qui ont contribué. Merci beaucoup. Au revoir.